On a sous-estimé, les médias ont sous-estimé ce que je faisais. Ils m'ont mis dans des catégories. Seule la vie dira la suite de ce que je suis en train de préparer. Ma vie, c'est un film. Il n'y a pas que moi, il y a des gens qui ont vécu des pires que moi et qui se sont sortis. Les choses se sont dégradées avec ma cousine qui m'a foutu à la porte. Elle me fout à la porte. Ah mais attends, à la porte, à quel âge? J'avais quoi? J'avais 11, 12 ans. 12 ans. Cette famille qui m'a récupéré, c'est une famille blanche qui m'a donné ce que je suis aujourd'hui. Et celle qui m'a mis dans la galère, c'était une cousine, une noire. Donc pour moi, chez les blancs, il y a des mauvais, il y a des bons. Chez les noirs, il y a des mauvais, il y a des bons. Je joue les salles en fonction de l'histoire de la salle. Je ne joue pas le Stade de France parce que déjà, le Stade de France, c'est 98, c'est le foot, je ne fais pas de foot. Donc, si je fais le Stade de France, c'est plus purement du business, rempli, gagner de l'argent et voilà, c'est le business. Mais moi, je préfère jouer dans un petit théâtre qui a un nom. Moi, je ne fais pas du stand-up parce qu'il faut faire du stand-up. J'aime. Moi, je prends du plaisir, ce n'est pas un métier pour moi. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parce que c'est très sympa de faire les premières émissions avec nous. Merci. Je te reçois aujourd'hui parce que je t'ai découvert justement en cherchant des gens pour le podcast et ça m'a choqué parce qu'en fait, tu es un artiste, donc tu fais du stand-up, on va commencer par là, tu as fait d'autres choses, mais qui en réalité a un énorme succès en termes de… Tu as rempli l'Olympia, tu as rempli le Splendide, tu as rempli le théâtre de 10 heures, le réservoir, tu as tout rempli, ouais. Le réservoir était plein. Ouais. Et il se trouve que moi, je te connaissais pas. Et je t'ai découvert justement avec les gens avec l'équipe autour du podcast, en disant mais tu connais pas, mais va voir. Et c'est très intéressant. Alors déjà, dis-nous ce que tu fais sur scène, qu'est-ce que c'est que ton… Mon art. Ouais. Je fais du stand-up. Le stand-up, j'ai fait partie des personnes qui ont lancé vraiment le stand-up en France. Parce qu'au départ, c'était plus du one-man show les gens faisaient plus du one-man show et puis le stand-up a arrivé. Donc, j'ai fait partie des premiers fondateurs du stand-up. Et je peux même dire… En quelle année? Dans les années 2004, 2005. Nous, on est arrivé vraiment… Il y avait les Jamel, one-man show, le stand-up, 2004, 2005. Et avec le plateau, on faisait Comus Street Show. Après, on a fait Bar de Rire avec la radio Génération. Et après, il y a eu le Jamel Comedy Club. Tu as tourné avec Jamel? Jamel, voilà. Et avant ça, on avait d'autres plateaux. Le stand-up, on peut dire aujourd'hui que je suis le seul qui a métissé vraiment le stand-up français en apportant ma culture africaine et en associant les deux cultures. On dit toujours une double culture, c'est une force, c'est une richesse. Et j'ai apporté cette touche de ma culture ivoirienne, africaine, dans le stand-up français. C'est comme aux États-Unis, le stand-up, c'est les Espaniches, les Italiens, c'est un mélange de cultures qui vraiment a fait grandir le stand-up américain. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était mal perçu, mal compris et mal vu. Avec ma culture dedans, les gens c'était comme ça. On parlait de la banlieue, mais on ne parlait pas de l'Afrique, on ne parlait pas des Antilles. Les Antilles, on parlait rapidement, pas les inconnus, Pascal Légitimus. Mais j'ai été vraiment le premier à vraiment vanner les Antillais. Les Antillais, ils jouaient, les comédiens antillais venaient en France, ils jouaient vraiment créole pour les Antillais. Moi, j'ai vraiment fait une ouverture sur les autres cultures. Voilà. Parce qu'en réalité, le stand-up, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, du moins, c'était un peu le théâtre qui se faisait doubler par la droite? C'est-à-dire que les grands artistes, c'est le théâtre, le machin, le truc. Et puis, il y avait les mecs qui sortaient par eux-mêmes, des quartiers, en fin de compte, ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu. Moi, j'ai vu. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la musique. En 96, j'ai dit, le jour où il y aura le mélange culturel dans la musique française,
Ce jour-là, les gens auraient tout gagné. Et j'ai été l'un des premiers quand je faisais des spectacles, je faisais des soirées. Je mettais vraiment la musique africaine avec la musique française ensemble. Voilà. Après, il y a eu des featuring qui sont arrivés plus tard. Mais au départ, les gens disaient, j'étais fou. Puisque la communauté africaine allait voir des chanteurs africains. Très peu de blancs français européens venaient, à part s'il avait un ami ou une copine qui connaissait cette culture. Mais il fallait vraiment l'ouvrir médiatiquement et autres. Le stand-up, c'était pareil. Le stand-up est venu du quartier populaire, comme aux États-Unis, le quartier populaire, la pauvreté, on parle de sa vie, comme le rappeur le retraçait. Et les autres qui faisaient du one-man show ou du théâtre classique se sont dit qu'ils en avaient encore du temps. Et quand le stand-up est arrivé, les jeunes qui sont dans le quartier populaire se sont retrouvés dedans. Donc du coup, les gens sont partis vers le stand-up. Dans des endroits un peu comme ça, on le disait voilà, tout à l'heure. Plus rapide, un petit endroit, un micro, un verre d'eau, et puis c'est parti. Il y a très peu de moyens au niveau de l'éclairage, un plein feu, et c'est parti. Oh, le théâtre, les costumes, le ceci, il n'y avait plus de budget à mettre. Et là, c'était le stand-up qui arrivait avec un peu de budget, on gagnait de l'argent. Donc, des producteurs sont rentrés dedans et ça a explosé, ça a été médiatisé, le Jamel Comedy Club, et ainsi de suite. Mais il fallait aussi penser avant. Et aujourd'hui, comme je dis encore, je dis que le stand-up, on n'est même pas au niveau, on n'est même pas à 10-15% du vrai stand-up français. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est que depuis 58, même voire un peu avant, c'est là on a vu les premiers, c'est Eddie Murphy. Nous, on a connu les Eddie Murphy, on n'a pas connu ceux qui étaient là avant. Donc, le stand-up français, aujourd'hui, c'est qui? Ceux qui ont construit vraiment, on parle de Jamel, on parle de Thomas, Fabrice Eboué, moi et autres, ça date que de 15 ans. Donc, c'est-à-dire, il faut conserver le vrai stand-up, continuer, il faut faire du stand-up français à la française. Parce qu'on a tendance à aller chercher aux États-Unis. Or, on a tout sur place. On a tout sur place, on a le français, on a d'autres personnes. C'est une population cosmopolite, il faut faire du stand-up français à la française. Est-ce que tu appelles le stand-up français à la française? Ça veut dire c'est servir des cultures françaises, des cultures locales, quoi. Voilà. Des cultures qu'on a chez nous et pas d'essayer de copier. Ben, les gens copient les États-Unis en oubliant que les États-Unis, c'est le mélange culturel qui a donné le stand-up américain. Ouais, mais eux, c'est hispanique, c'est pas les mêmes. D'accord, mais les mêmes Espagnols, on est peut-être plus proche de l'Espagne que les États-Unis. Donc, il y a des Espagnols déjà là. On est plus proche du Portugal, des Portugais qui sont là. On est beaucoup plus proche des Irlandais que des Américains, l'Europe. Donc, je pense qu'en France, on a tout pour faire un bon plat. Mais on a tendance à aller prendre ailleurs ce qu'ils ont déjà fait. Non, créons, n'ayez pas honte. Les gens n'aiment pas le changement en France, malheureusement. Ils n'aiment pas. Moi, quand j'ai apporté ce côté, les gens se foutaient de moi. C'est quoi son accent? Il vient d'où? Il vient bouleverser. Aujourd'hui, tous ceux qui font du stand-up ont des grains de Patson dedans. Qu'ils soient antillais, qu'ils soient chinois, qu'ils soient ceci. Les gens n'ont plus honte de parler de leur vécu, de leur culture, de leur tradition. Et quand moi, on avait démarré, les gens disaient, ouais, c'est l'Africain, le blédat, c'est l'Africain là. Bon, on me disait l'Africain, c'était une fierté pour moi. Ils pensaient peut-être me casser, mais je suis fier d'avoir une double culture. Je n'étais pas plus africain ou bien que les autres, puisque moi, j'ai eu la chance, on reviendra peut-être dessus, d'avoir une famille blanche française. J'ai vécu avec des blancs français. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'avais vraiment la double culture. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les jeunes ils adhèrent à ce que je dis et ils le font. Oh, à l'époque, on ne m'invitait pas sur le plateau parce que c'est l'Africain. Je suis né en Afrique, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici, on me ramenait à mes origines. Ce qui est bien, parce qu'un bout de bois dans l'eau ne devient pas un caïman, quel que soit le temps que le bois passera dans l'eau. Donc c'est une fierté d'avoir ses origines. Les Portugais ne rougissent pas parce qu'ils sont portugais. Les Espagnols ou les Italiens ne rougissent pas parce qu'ils sont italiens. C'est leur fierté. Et bien moi, je suis ça. Puis il y a autre chose dont on discutait avant sur le stand-up, c'est-à-dire que quand en tant qu'artiste tu réussis, tu as envie de grossir en taille et de faire des grosses salles, et puis limite, ton rêve c'est le Stade de France, quoi. Tu vois, tu te dis je vais remplir 80 000, c'est comme Johnny. Et toi par contre tu disais, bah non, regarde ici, c'est ça le...
Ben, parce que pour moi, je pense que avant nous, moi, je suis vraiment passionné par l'art. Je suis passionné par le théâtre. Avant moi, mon maître à penser, c'est Coluche. Quand j'étais au gymnase, je jouais au gymnase, on m'a attribué la loge de Coluche. C'était une fierté. Dès que j'ai démarré, j'ai fait le festival Juste pour rire à Nantes. Et la femme à Coluche, Véronique, père son âme, est venue parce qu'elle avait entendu parler de moi. Dans tous les interviews, je parlais de Coluche. J'aime tellement Coluche que j'ai travaillé au Resto du Cœur parce que Coluche l'avait créé. Pour moi, c'était ça. Et quand tu as des gens comme Coluche, comme Deproche et tout ceux-là, les anciens, pour moi, c'est la qualité. Et j'avais besoin, j'ai besoin de ces anciens, c'est des modèles pour nous. Donc pour moi, c'est par rapport au stand-up français, on a des références. On a des références. Et ces références-là, pour moi, ils ont joué dans les petits théâtres. Donc il fallait que je joue dans ces petits théâtres-là, moi. Il faisait du stand-up, Coluche? Coluche, pour moi, c'était du one-man show. C'était du one-man show, mais pour moi, j'avais envie de jouer au gymnase parce que Coluche a joué. J'ai pas forcément envie de jouer le Stade de France parce que là, c'est plus du business. C'est plus, oui, j'ai rempli le Stade de France, mais je préfère à la rigueur remplir l'Olympia. C'est difficile de vanner le premier rang au Stade de France, quoi. Oui, et puis tu ne les vois même pas. Et encore, quand tu parles, c'est pas tout le monde qui comprend la vanne qui arrive. Il y a 200 mètres. Voilà, 200 mètres. La seule chance, c'est vrai qu'ils pourront pas te casser la gueule parce qu'il y a vraiment un truc de sécurité. Mais moi, je préfère dans les petites salles. Le stand-up, c'est dans les petites salles. Tu fais l'Olympia, moi, je refusais d'aller jouer à l'Olympia parce que j'ai dit, si le jour où je rentre à l'Olympia, c'est fait mon show. Le jour où je suis rentré à l'Olympia, j'étais devenu fou. Tout récemment, j'arrive, bon, ça fait quand même un an, je suis rentré des États-Unis, je suis passé 3 fois devant l'Apollo Théâtre. J'ai un ami qui m'a dit, je peux te faire rentrer pour que tu visites. Je dis, non, je ne rentre pas pour visiter. Si je rentre, c'est pour jouer. Je ne suis pas rentré. C'est comme ça. Le théâtre de 10 heures, c'est pareil. Moi, j'aime les petits théâtres. Et des théâtres où des grands sont passés. Quand tu montes sur une scène où on dit Coluche a passé, tu deviens fou. Quand tu rentres. Mais cet engouement et puis cette manière d'apprécier ces lieux, beaucoup ne le savent pas parce que pour eux, c'est jouer. Moi, derrière jouer, il y a une philosophie. Le Splendide, c'est le Splendide, quand tu entends le Splendide avec les Balasco, la bande du Splendide est passée par là et tu passes. C'est une référence et c'est ton CV. J'ai eu la chance de jouer dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu 2 et on m'a dit, il y a Clavier. Clavier, grand monsieur. Et on m'a dit, j'ai une scène avec lui, il faut connaître ses répliques parce qu'il faut savoir l'envoyer. Et je vais à Chinon. Et là, les gens me mettent la pression. Ils disent, il faut que tu connais ton test. Et puis on était à table, et puis il vient, il me tape sur l'épaule, et puis il me dit, j'espère que tu connais ton test. Et je lui dis, c'est au pied du mur, on voit le vrai portugais, en rigolant. Il a dit, tu fais le malin. Et on va faire le tournage. Moi, je ne me mets pas de pression. On va faire le tournage, et bingo. À la fin du tournage, il vient me voir, on prend un verre, et il me dit, super. Il va dire au réalisateur, il est très fort. Venant de la part d'un grand monsieur comme Clavier, c'est un respect des gens du métier. Donc moi, je joue les salles en fonction de l'histoire de la salle. Je ne joue pas le Stade de France parce que déjà, le Stade de France, c'est 98, c'est le foot, je ne fais pas de foot. Donc, si je fais le Stade de France, c'est plus purement du business, rempli, gagner de l'argent, et voilà, c'est le business. Mais moi, je préfère jouer dans un petit théâtre qui a un nom que de jouer dans un endroit où il y a 400 000, 500 000 personnes. Ça ne m'apporte pas plus. Et justement, alors on en parle par rapport à cette façon d'appréhender le métier et le business du stand-up et de la production des artistes. Comment ça se fait que moi, je connais Eboué, je connais Adjijol, je connais... et toi, je t'ai pas vu. Alors que les mecs, tu vois, c'est... Sûrement, j'étais derrière eux. En plus, t'étais dans leur cercle. Enfin, t'étais dans leur cercle. Tu remplis plus qu'eux et je te vois pas. Je me dis, bah, c'est parce que je suis en province ou quoi? Ben, pourquoi on m'a pas écrit? je remplis plus qu'eux, peut-être pas, parce que bon, eux, ils sont beaucoup plus médiatisés. Ils sont beaucoup plus médiatisés et c'est peut-être une stratégie. Moi, quand j'ai démarré avec eux, je les connais tous, on a joué ensemble, on a fait des plateaux, c'est des frères. Moi, j'ai adopté une autre stratégie. Je me suis dit, quand j'étais dans Jamel, je voulais me produire moi-même.
avoir mon indépendance. L'indépendance, ça s'arrache. On ne donne pas l'indépendance à quelqu'un. C'est comme dans une famille, il y a toujours l'enfant turbulent que quelqu'un ne calcule pas et puis un jour, il réussit. Et donc, j'ai pris mon indépendance, mon envol, et je suis parti. Eux, ils sont restés, ils sont restés avec des producteurs. Moi, j'ai choisi ce côté-là. Quand je suis dans le Jamel Comedy Club, en 2006-2007, j'ai fait un son avec Mokobé, Tube d'été. Donc, j'étais le seul comédien qui jouait le soir 3 fois. Je jouais au théâtre de 10 heures mon spectacle, qui cartonnait. J'enchaînais au Casino de Paris avec Jamel Comedy Club. Il m'avait mis à la fin, ça cartonnait. Et j'enchaînais les autres plateaux. Donc, Jamel Comedy Club, souvent, il ne vendait pas des dates si Patson n'était pas dedans. Ils sont là. Patson, tout le monde voulait voir Patson. True story, bro. Oui, c'était ça. C'était ça. Tout le monde voulait voir Patson. Ils sont là en Angleterre pour raconter une histoire. Je n'étais pas avec eux en Angleterre. Les gens les ont hués. On veut Patson. Jamel a appelé sur scène pour que ils puissent mettre le micro pour que m'en entende. Ils l'ont fait en Belgique, pareil, et à Lille. J'y étais pas. C'est les autres qui ont dit. On disait que c'était un phénomène. Souvent, ils disaient, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais il est drôle. C'est un magicien. Parce que j'avais trouvé l'art du stand-up. Moi, je ne fais pas du stand-up parce qu'il faut faire du stand-up. J'aime. Moi, je prends du plaisir. Ce n'est pas un métier pour moi. Je prends du plaisir. J'ai appris d'autres choses. Et voilà. Donc, eux, ils ont trouvé leur stratégie. Ils sont beaucoup plus médiatisés. Moi-même, je me produis. J'ai mon équipe. Et je suis tranquille. Maintenant, bon, quand tu es en province, les gens les voient à la télé. Ils viennent voir le spectacle. Mais tant mieux pour eux. Mais au niveau de jeu d'acteur, jeu de comédien, de jeu aussi, j'essaie mes capacités. Et chacun va à sa vitesse. Si la tortue porte sa maison, c'est pour ne pas payer le loyer, comme on dit. Donc c'est pour ça que la tortue va tranquillement, doucement, parce qu'elle est sûre que quel que soit l'endroit où elle va arriver, quelle que soit l'heure, elle a sa maison derrière elle. Moi, je fais la même chose. Je prends mon temps. Parce que, en fait, moi, l'image que j'avais, c'est de dire, bah, alors c'est essentiellement à Paris, hein, l'humour, parce que bah, y a toutes les salles de spectacle, bon, ça se comprend bien. Et je me dis, il y a des journalistes qui sont payés à aller voir des spectacles et à mettre en avant en fait les gens en disant, bah regardez, celui-là il est bien, bon celui-là on n'en parle pas, celui-là on est. Et je me disais, bah pourquoi est-ce que quand tu fais des spectacles, tu passes pas, je sais pas, chez Ruquier, enfin, tu sais, tous les mecs qui se chargent de faire la mise en lumière des gens en disant, bah lui, il est bien, il est là-bas, allez-y, tu vois. J'ai fait l'émission de Ruquier, je connais, voilà. Cyril Hanouna, je connais, j'ai jamais fait son émission, je sais pas pour quelle raison. Je connais Arthur. J'ai discuté, je connais, bon, ce ne sont pas des amis avec qui, mais je les connais, une connaissance. Je n'ai jamais fait son émission. Je n'ai pas fait des émissions. Peut-être parce que je ne rentre pas dans le cadre, que je les critères, je ne sais pas. Mais c'est parce que quoi, ils prennent des parts sur les artistes? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es en dehors du système? Non, parce que les producteurs, quand j'étais avec Jamel, j'étais médiatisé. Chaque producteur a sa stratégie et sait quelle émission où tu as mené et l'attaché de presse. Mais moi, je suis produit par personne, je suis produit par moi-même. Donc, si quelqu'un me met en avant, s'il ne gagne pas d'argent sur moi dans le business, ils ne me mettront peut-être pas en avant. On met en avant ceux qui sont produits par des gros producteurs qui détiennent des moyens de faire des émissions. Donc, c'est une réalité. Après, moi, je ne mets pas... Je ne comprends pas, par exemple, si tu es un... On peut parler de Jamel, parce qu'il n'y a pas que lui, mais je veux dire, tu es un producteur qui connaît. Quand j'étais chez Jamel, je faisais les télés. Oui, pourquoi? Mais parce que Jamel, quand je fais des télés, je remplis des salles. Ouais. Si je remplis des salles, ben Jamel, le producteur, il gagne de l'argent. Ouais. Donc, c'est comme ça. Oui, mais Jamel, comment il arrive à se connecter aux médias pour faire passer les gens? Parce qu'il a des attachés de presse. Il y a des attachés de presse. Donc, c'est une personne qui fait du réseautage, c'est ça? Qui oui, passe mais ses journées au téléphone pour dire... C'est la personne qui connaît les émissions, qui connaît qui va venir voir. Mais moi, si je n'ai pas cette personne-là et qui ne dit pas il faut pas de son, les gens ne viendront pas voir le spectacle. Et si les gens ne viennent pas voir le spectacle, c'est normal que moi, si je ne passe pas la télé, en province, les gens ne me connaissent pas. Mais ce n'est pas pour autant que mon spectacle n'est pas bon ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que moi, en tout cas, je suis un peu déçu. Et je suis à la fois déçu, pas pour moi, mais pour les autres jeunes ou les autres personnes qui ont du talent, qui ont des compétences
et qui sont freinés par ça, qui sont obligés de s'exiler. L'exode, on parle de l'exode des Africains vers l'Europe, mais il y a l'exode des Français vers d'autres pays, les États-Unis, parce qu'ils ont du talent, et on ne mise pas sur le talent, on ne leur donne pas cette chance. Moi, je suis désolé, j'ai fait toutes les salles en France. Oui, donc tu les connais bien, les télés, les machins, les gars. Enfin, tu embauches un gars, tu lui donnes le numéro, il est capable d'appeler. Connaître quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on va faire l'émission. Cyril Hanouna, si tu le connais. Oui. Je prends lui, enfin un autre, je m'en fiche. Hein, je connais Cyril rien, m'avait reçu à l'époque dans ouais. son émission Porte-Fenêtre. Il avait une émission qu'il animait. J'ai participé. Je ne crois pas que j'ai fait du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, s'il ne m'invite pas, ça n'empêche que quand je l'ai vu ou on se voit, on se dit bonjour, je l'apprécie, il apprécie ce que je fais. Voilà, après moi je ne force pas, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est les gens autour d'eux Il y a un entre-gens à Paris en disant si t'es pas dans le club, dans les réseaux, ça passe pas. Peut-être, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je ne fais pas, je ne participe pas à ces émissions. On ne m'appelle pas, il y a tout le temps une raison, une autre. Aujourd'hui, je me mets au-dessus. Si je suis allé aux États-Unis, je suis parti aux États-Unis l'année dernière avant le confinement. J'étais au mois de février et mars aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait plus de médias qu'en 10 ans ce que j'ai fait en France. C'est fou. Je fais quand même une émission sur la plus grosse radio-télé des États-Unis où il y a plus de 300 millions d'auditeurs dans le monde. C'est laquelle? C'est CNBC? Non, c'est La Voix d'Afrique, La Voix d'Amérique. La Voix d'Amérique. La Voix d'Amérique qui est juste en face de la Maison Blanche. Voice of America, c'est ça? Ouais, qui est juste en face de la Maison Blanche. Je rentre là-bas pour une émission, j'en fais 4. Tous les journalistes, même les flics, me font des photos à gauche et à droite. Mais tu parles anglais? J'en ai rien à foutre, je parle mon français, ils se débrouillent, ils ont des traducteurs, ils font ce qu'ils veulent. D'accord, t'es doublé là-bas. J'ai foutu un bordel et j'étais tellement heureux. En si peu de temps, c'est une émission, c'est une usine. Obama est passé sur le plateau où j'étais. Le journaliste qui me reçoit, il a reçu Obama. J'étais assis, il me dit, Obama était là. Bah c'est pour ça, moi, quand on m'a dit tu peux avoir Patson, j'ai regardé, je ne connais pas. Et puis je dis, bah oui, évidemment, il faut être con. Tous les joueurs de foot. Les joueurs de foot. C'est pour raconter un truc qui est un peu. Je suis allé aux États-Unis parce que j'étais en Côte d'Ivoire en tournée. Je suis celui qui tourne le plus à l'extérieur et qui remplit des. Quand je joue dans des pays, dans l'océan Indien, 20 000 personnes, 80 000 sur une plage. C'est énorme. Attends, tu as fait le Stade de France sur une plage. Mais au Bénin. Ah bah ça compte quand même. Même au Bénin. C'est la capacité du Stade de France. Bah oui. Je tourne beaucoup en Guyane, partout. Et j'étais en Côte d'Ivoire, on me dit, j'ai un ami, Didier Posca, qui me dit, j'ai fait une photo, il m'envoie une photo de Dapper Dan. Je vois, j'ai dit non, ce gars, je veux le rencontrer. Dapper Dan, c'est quelqu'un qui a habillé tous les grands bandits des États-Unis. Dapper Dan, c'est un tailleur? Oui, il a fait installer la marque Gucci à Harlem. C'est l'une des premières familles noires à Harlem. C'est son village. C'est les premiers esclaves arrivés. Dapper Dan, il a habillé El Kouji, d'autres. Il me montre la photo, je dis waouh. Et je pars aux États-Unis, je veux croiser ce monsieur. Ce monsieur qui est un monument dans l'histoire artistique des États-Unis. Harlem, c'est son village. Et je fais tout, je croise ce monsieur. Contrairement aux gens, quand ils vont à New York, c'est bon, ils ont la même casquette que moi, ils achètent la casquette et je suis à New York. Moi, je voulais savoir l'histoire de New York. Et le New York, le stand-up, c'est Apollo. Et j'arrive, et avec DJ Posca, je fais tout. Il y a un documentaire qui va sortir, et je croise ce monsieur, qui est un monument. En espace de 30 minutes, le monsieur devient mon parrain. C'est à cause du Covid, je suis venu, il devait être décoré à New York. Il m'invitait personnellement à son truc. Et pourquoi? Personnellement. Parce qu'on a passé 30 minutes. Il allait checker d'abord mon histoire sur Internet. On a passé 30. Il m'a fait balader dans tout Harlem, présenter à des gens. Ce monsieur m'a dit, et il me dit, bon, votre souci, vous ne parlez pas anglais, mais vous avez quelque chose. Il m'a fait balader, aller dans des endroits où personne, aucun rappeur ni artiste français arrive aux États-Unis a pu faire ça. Il m'invite en personne sur son truc à New York au mois d'août et il y a eu le Covid. Et j'en suis rentré.
Et je suis en contact avec ce monsieur, qui est quand même Dapper Dan, et qui m'a pris comme son protégé, son fils, et qui m'a dit des choses concernant le Ghana, concernant l'Afrique, machin. Et il m'a baladé à Harlem, rien que Harlem, toutes les familles, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, que les gens au départ, quand je faisais du stand-up, les gens rigolaient, mais l'Afrique est tellement, la culture africaine est tellement dans la culture américaine, et ça est devenu une mode. Il m'a fait à Harlem, je m'arrêtais chaque fois avec lui, les gens me connaissaient. Tout le monde. Donc, c'est pour dire que je suis au-delà de la France. Les gens disent que oui, mais quand tu vas aller, ton stand-up ne va pas passer. Un soir, le cuisinier d'Obama, qui est érythréen, le cuisinier qui cartonne, qui est à New York, qui a un restaurant, il faut peut-être 3-4 mois pour pouvoir rentrer dans le restaurant. Oui, le cuistot d'Obama, on imagine qu'il ne fait pas des burgers. Il a un endroit à Harlem, sur le 116e, qui est... Tout le monde peut... Ouais, 116e. Si bon, les arrondissements, si c'était à Paris ou Bervilliers, j'allais trouver tout de suite. Mais 116e. Si quelqu'un va vérifier, il va dire non, c'est 128, il va dire pas seulement. Bon, mon histoire, enlevez l'arrondissement, écoutez ce que je vais vous dire. Donc, je vais dans son truc, je fous un bordel en français, avec un anglais penché. Les gens étaient tordus. Mais partout où je passais à Harlem, les gens m'arrêtaient. Même des Américains qui ne me connaissaient pas, ils disaient le style, la manière de parler, le show que je faisais était fort. Ça va être dans le documentaire qui va sortir. C'est pour dire que moi, l'humour, je le mets encore plus haut. En France, on dit souvent, nul est prophète chez soi. Et moi, je pense que on a sous-estimé, les médias ont sous-estimé ce que je faisais. Ils m'ont mis dans des catégories. Seule la vie dira la suite de ce que je suis en train de préparer. Si aux États-Unis, les gens m'adorent, j'ai fait un truc avec Bishop Lamont, le gars de Dr. Dre, je sais que je ne suis pas aussi nul que ça. J'ai un parcours. En France, j'ai vu des personnalités du monde politique. En Afrique, pareil. Dans l'océan Indien, Nouvelle-Calédonie. Des gens m'apprécient. Je suis supporté par un continent. Je ne peux pas faire plus. En France, il y a 60 millions d'habitants. Moi, c'est un continent. Donc, si les médias ne se mettent pas... Parce qu'au dernier moment, ils viennent, ah, mais on a raté quelque chose. La preuve, là, tu me dis, mais comment ça se fait qu'on ne t'a pas vu? Mais il y a plein qu'on ne voit pas. Il y a plein, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est dommage, parce que moi, aujourd'hui, mon combat, c'est même plus le stand-up français. Je veux, comme un boxeur, réunifier 3 ceintures. Ma culture africaine, ma culture française, je suis fier d'être français. Je me suis battu pour être français. On va en parler de ça. Et mes parents adoptifs m'ont éduqué à la française, une éducation française, une vraie éducation. Et maintenant, si je ne suis pas, et là, je dois partir aux États-Unis, c'est pour mettre les 3 cultures ensemble et montrer la culture française ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que la culture française, elle est riche. La langue de Molière, le siècle des Lumières, l'évolution, la révolution industrielle. C'est ces genres de points, je dis dans mes spectacles. Mes spectacles, c'est des messages, sans accuser quelqu'un de métissage, d'union, de partage. C'est ce que je dis dans mes spectacles. Les Américains, ils adhèrent dans ce que je dis. En France, la population adhère. Les médias ont toujours un train de retard. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est ton parcours pour en arriver là, parce qu'à la base, tu es né en Côte d'Ivoire. Ouais. Et comment, de la Côte d'Ivoire, tu arrives en France à 8 ans? Par avion. Comment ça se passe? C'était par avion ou par bateau alors. Non, mais c'est vrai que c'est pas bateau quelquefois. Non, je vais boire un peu d'eau parce que comme je ne paye pas l'eau, c'est gratuit. Putain, c'est bon, je vais boire une deuxième fois. C'est de l'eau donnée par un blanc. Mais non, on ne peut plus dire ça. Hein. Le blanc n'a plus le droit de vanner un noir, on lui traite de raciste. C'est un noir qui dit un truc. Le monde est devenu bizarre. Donc, c'est donné par un blanc. Je vais boire encore l'eau des blancs. C'est un Château La Pompe 2021. Oh là là, ça me fait perdre mon accent. Oui, Punaise, je pense qu'avec ça, les médias vont m'inviter. Ils vont dire, il n'a pas d'accent. Je vais faire du Cyril. Cyril, j'espère que je vais faire ton émission parce que j'ai bu de l'eau blanche, je suis intégré. Voilà, donc, comment je suis arrivé en France? Je suis arrivé en France parce que ma mère m'avait mené en France parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens
de subvenir à mes besoins, les besoins de ses enfants. Elle m'a dit, bah, écoute, je vais sacrifier un. S'il réussit, il sauve toute la famille. Sacrifier, hein? Sacrifier, c'est dire, bon, un partira à l'étranger, s'il réussit, ben, il viendra aider la famille. Souvent, quand on voit des Africains ici, mais les gens ne peuvent pas s'imaginer. En Afrique, il y a des gens qui vivent bien. Bah, oui. Tous les Africains ne sont pas des demandeurs d'asile ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas envie de venir en Europe. Puis il y a certains, par opportunité, ils disent, bon voilà, j'ai un parent là-bas, ben, écoute, tu prends le fils, s'il réussit, ben, il va nous aider. Ils pensent que c'est la porte de secours pour toute la famille. Certains, c'est leur philosophie. C'est ce que ma mère, au moins, elle pensait. Elle savait qu'il y avait la souffrance, mais elle disait que ça sera beaucoup moins qu'ici. Ce qui est archi faux maintenant, avec du recul. Je pense que la souffrance ici est pire qu'en Afrique. La preuve, aujourd'hui, on parle du Covid, on a les masques ici. Là-bas, j'ai des cousins, ils se baladent tranquillement et il y a beaucoup qui partent ici maintenant vers l'Afrique. Bref. Donc, pour moi, quand je suis arrivé, c'était dans cette optique. Je ne voulais pas venir. Et je suis arrivé, je suis une Donc, cousine. à 8 ans, on t'a envoyé, en fait. Voilà, ils m'ont expédié en me disant, non, tu viens en vacances et puis tu reviens. Mais ils avaient bien préparé. Ah, on t'a dit que c'était pour des vacances? C'est ce qu'ils Et m'avaient dit. une fois que t'es arrivé, on t'a dit, non, Ben, non, les vacances... tu es inscrit dans c'est, une école hier, au ouais, collège, tu vas aller au collège. Donc, je suis allé au collège. Tout se passait bien. Bien, non, le froid et tout, je comprenais rien. On te l'a fait à l'envers, quand Le même. matin, je me levais, il y avait des blancs partout, je comprenais rien. C'est quoi ça? Il n'y a que des Et blancs. t'as 8 ans. Ouais, 8, 9 ans, tu arrives, tu vois des blancs, tu vois des blanches avec... Ça me fascinait quand j'étais gamin, je voyais des blanches avec le long cheveux. Oh, ils avaient des cheveux jusqu'aux fesses. Bon, moi, ça me gênait parce que c'était les fesses que je voulais voir. Il y avait des cheveux, ça m'énervait. Ça gêne, ça gêne. Voilà, ça gênait. Donc, j'étais fasciné par les blanches. Quand j'étais gamin, voilà. Il y avait les bonnes sœurs, donc je les regardais, j'étais curieux. Et donc, je vois des blanches partout. Et puis il y a un truc j'ai découvert, les blancs, ils s'embrassent tout le temps. Tous les jours, tu vois. Je dis, oh, putain, c'est quoi ces conneries-là? C'est la dans la bouche et tout. Donc, quelquefois, j'arrivais à l'école en retard parce que je regardais des blancs se embrasser. Et puis, hop, merde, je suis en retard. Donc, tout ça, j'ai vu des blancs. Comme j'ai vu des blancs, j'ai dit à maman, j'ai vu des blancs, je veux rentrer maintenant. Elle dit, non, tu restes là-bas avec les blancs. Ah, bon, d'accord. Mais parce que t'as été envoyé chez qui? Chez ma cousine. Chez ma cousine. Elle n'est pas blanche. Ouais, elle n'est pas. Ah non. Non. Donc, quand je sortais de la maison, quand je rentrais, je voyais des noirs. Et je rentrais, t'es une fou. Ouais, d'accord. Je criais au dehors parce que je voyais des blancs. Quand je rentrais, ma cousine, elle me faisait crier. Donc, voilà. Ça a été quand même pénible. Donc, au fur et à mesure, les choses se sont dégradées avec ma cousine qui m'a foutu à la porte. Elle me fout à la porte. Donc, tu te retrouves à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais attends, à la porte, à quel âge? J'avais quoi? J'avais 11, 12 ans. 12 ans. On te met à la Et porte. ça, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre en France qu'on puisse foutre un gamin à la porte à 12 ans. Personne. Moi, tu m'as dit ça, je t'ai fait répéter plusieurs fois. Voilà, Attends, voilà, de ma gueule, j'ai des enfants. Tellement tu m'as fait répéter, j'ai l'impression que c'est une voiture, on insistait pour qu'il démarre. C'était le matin quand tu Comprends regardais. Comprends pas. C'est la batterie ou le démarreur. Quand c'est comme ça, c'est la batterie ou le démarreur. Et quand chaque fois ça t'arrive, tu es sûr que ta femme, ta bonne femme, elle est assise à côté, parce que le matin tu l'amènes au boulot, elle est assise à côté, et puis elle gueule. Alors chérie, tu fais quelque chose? Bon, bref. Moi, au début, je comprenais pas, je me suis dit, c'est l'accent. Puis après, je Il me a suis dit, bah non, tellement t'es con. insisté, ouais, t'es con, on te met à la porte. Ah ben oui, ben va demander à la porte, j'étais au dehors. Bon. Et à 12 ans, je me retrouve dans la rue. Les gens me disent, comment ça se passe? Mais aujourd'hui, s'il y avait Internet et tout ça, les portables, j'aurais filmé. Mais il n'y avait pas ça. Donc, mais il y a des gens qui vivent encore. Oui, parce qu'à 12 ans, c'était en quelle année? C'était dans le millénaire d'avant, ça? Parce que t'es un peu... Ouais, 80, Ah ouais, 80, 86, 87, là. Ah ouais. Donc, dans les années 90, on peut dire 80, 90. Donc, blague à part, en 86, 80, enfin, fin des années 80, Voilà. pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de machin, t'es dehors. Il commençait à avoir des bebop. C'est-à-dire que tu as le téléphone où tu es dans la gare, il fallait voir un truc. C'était pas les mêmes ensemble. quartiers. Voilà. Oh, mais nous, on était dans un truc, non. Chez toi, il y avait plus, c'était un peu plus classe. Nous, c'était là, quand tu draguais une nana, tu te mettais en bas, et puis comme ça passait, les gros trucs qui commençaient à arriver. Et donc, moi, je me retrouve au dehors. La première des choses, j'ai des amis. Tu sais, quand tu es quelque part, il y a toujours des gens autour qui disent, t'inquiète pas, le jour où ça se passe mal, on sera là pour toi. Donc, j'avais une Ah bah ça y est, ça se passe mal, bonjour. Voilà, ça se passe mal et effectivement, Ils s'y attendaient pas. je me c'est ça rappelle, elle m'a foutu à la porte à 11h58. Ils étaient à table et je sors. Mais où aller?
À Où 12 aller? ans, quand même. Donc, je vais voir la première personne qui m'a dit, si ça se passe mal, tu viens me voir. Il met mes affaires, je n'avais même pas de vêtements ni de valise. Quand je dis ça, ce n'est pas pour que les gens aient pitié de moi, c'est pour juste comprendre qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Donc, je me retrouve à la rue, c'était dans 91, à hier, et je vais à Montgeron, il y avait des services des assistants sociaux, et je vais les voir. Et je vois celle de mon secteur. Cette dame, elle avait un cahier, je me rappelle encore, dans le bureau, elle écrit des trucs. Elle vient voir la cousine en question, et la cousine dit c'est faux, que je faisais ça pour qu'on me place. Parce qu'il y a des gamins aussi qui mentaient, qui disaient que je suis maltraité, on le mettait dans un foyer, et puis ils faisaient des conneries. Je dis non. Et cette dame, quand elle m'a envoyé balader, après, parce qu'elle dit non, tu as une maison, tu ne viens pas m'emmerder ici, je me suis refermé. Donc l'assistante sociale, elle t'a dit démerde-toi. Oui, parce En qu'elle dit gros. je mens. Voilà. Elle me dit je mens. Donc, Retourne chez toi. Voilà, Et elle puis dit, quand tu retournes tu as chez une toi, on te maison. dit décasse-toi. Voilà, casse-toi. Donc c'était une pente à la gare de Montgeron, je me rappelle encore, parce que souvent je passe devant et j'ai dit putain, c'est là. Et je me retrouve comme ça chez des amis, machin. Et j'ai un ami qui m'avait récupéré les premières semaines, Un mois. ami d'école, quoi, donc un gamin Non, de... un ami du quartier, qui était un peu comme un grand frère, une famille sénégalaise. Et puis au bout d'un certain temps, il me faisait comprendre que j'y restais trop longtemps. Donc, on me fout à la porte de là-bas. Et je me retrouve au dehors, dormir à gauche à droite. J'avais un ami, Stéphane Cambour. Donc, je donne des noms. Parce que les gens, quand on parle, on dit « Ah, mais il dit n'importe quoi ». Je donne des noms des familles. Hier, la famille Hutel me faisait des sandwichs. Stéphanie Moreau, une amie, ses parents me donnent à manger. Et je vivais comme ça. Je vivais comme ça. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir et les gens verront. Ma vie, c'est un film. Il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui ont vécu des pires que moi et qui se sont sortis. Et après, ma prof d'anglais, Madame Légaré, elle a remarqué que j'étais intelligent, mais j'étais très nerveux. Tout m'énervait à l'école et puis je m'en foutais de l'école. Tu n'as pas à la maison, tu n'as rien à manger. La nuit, je dors le ventre vide. Et je ne peux pas. Et puis la cantine, je ne pouvais pas parce que pour manger à la cantine, il fallait avoir une bourse ou bien les parents payaient. Je n'ai pas de parents là. Donc c'était galère. Et j'ai des amis qui me descendaient du pain de la cantine avec la vache qui rit et puis je mangeais. Je me débrouillais comme ça. Et ma prof, elle me récupère. Elle te récupère chez elle? Elle me récupère. En fin de compte, pour comprendre que ce qui passait, elle m'invitait souvent au cinéma avec sa fille, tout le monde, pour comprendre. Et un jour, on part au cinéma à Brenois, on va voir un film. Et au retour, elle me dépose. Elle me dépose devant la porte, 89 rue de la Sablière. J'ai dit, j'habite là. Elle dit, monte. Je monte. Et j'avais oublié l'écharpe qu'elle avait achetée pour moi. Donc, elle fait demi-tour, elle revient, elle me voit, elle est repartie. Elle dit, mais tu ne vis pas là. Pourquoi tu repars? Là, elle me prend la main dans le sac. Donc, je dis la vérité. Elle a dit, tu ne peux pas rester comme ça dans la rue. Donc, il faut qu'on te trouve une famille où rester. Parce que chez elle, elle était elle et son mari, et il n'y avait pas d'enfant avec qui j'allais sympathiser. Donc, elle m'a placé dans une famille à côté. La famille, les gars, qu'on appelle Chaban. Et mon père, ma deuxième famille d'adoption, le père était ingénieur commercial chez Bull, informatique. Et donc, j'arrive dans cette famille qui me donne cette chance. Et puis, au fil en aiguille, ben, il me donne une éducation, il me donne un toit, il me donne à manger. C'était pas facile. Et il n'y a pas eu d'adoption au tribunal, mais c'est des gens de bonne foi. C'est des êtres humains. Parce qu'ils ne m'ont pas gardé chez eux en fonction de la couleur de peau. C'est pour ça que pour moi, la couleur de peau n'a pas de sens pour moi aujourd'hui. Et quand souvent on me parle du racisme, je sais ce que c'est que le racisme et je combats le racisme et l'injustice. Cette famille qui m'a récupéré, c'est une famille blanche qui m'a donné ce que je suis aujourd'hui. Et celle qui m'a mis dans la galère, c'était une cousine, une noire. Donc pour moi, chez les blancs, il y a des mauvais, il y a des bons. Chez les noirs, il y a des mauvais, il y a des bons. Il n'y a pas de truc. Et depuis l'aide qu'ils m'ont apportée, aujourd'hui, j'ai une autre vision du monde. Dans mes spectacles, de ce que j'écris, mes discours, ce que j'apporte dans les quartiers en tant qu'éducateur. J'ai été l'un des premiers artistes à aller faire des vendanges à la campagne, aider. Je sais ce que c'est que presser du cidre en Bretagne. Je sais ce que c'est que faire des vendanges. Il y a plein qui ne l'ont pas fait. J'ai été éducateur. Je sais le problème. J'ai travaillé dans le social. Quand tu as travaillé dans le social, tu comprends. Après,
J'ai aidé des gens dans des lieux cultes. Je donne des coups de main dans des églises, à jouer les médiateurs. J'ai été l'un des premiers artistes à qu'on appelle ça, l'association des jeunes juifs de France qui m'ont sollicité. Je suis allé discuter avec eux, j'ai contribué, j'allais dans les mosquées, à Évry, la mosquée d'Évry, j'ai été médiateur. Mais alors, Donc, avec tout ça, quand des journalistes ou des gens me traitent parce que j'ai un accent, parce qu'ils l'ont dit dès le départ, ils ont dit dans notre compétition, ils ont dit Fabrice Eboué, il est métis, Thomas Gijol, il est né ici. Et chaque fois, ils me disaient, ben, celui qui a l'accent, l'Africain là, le sauvage, mais je ne suis pas plus africain que ceux que je viens de citer. Je ne suis pas plus africain ou bien je ne suis pas moins français que moi. Je dormais, je mangeais avec des Français. Je connais la France profonde, d'avoir travaillé. J'ai travaillé pour le cercle Zabata, où je faisais l'insertion des jeunes blancs français qui étaient placés par l'ordonnance 45. J'étais avec eux. Donc, on ne peut pas. Pour moi, c'est ni plus ni moins du racisme et c'est des raccourcis qu'on prend. Professionnellement, je connais mon métier, j'ai fait des études, je suis instruit, j'ai appris la sociologie, j'aime la philosophie, je lis beaucoup. Qu'est-ce que tu lis? Je lis tous les livres, je lis de tout. Quand on parle de stand-up, mes références, c'est Henri Bergson. Il a écrit Le Rire, le livre Le Rire, c'est ma Bible. Je connais tous les sketchs de Coluche, l'histoire de Gabin, l'histoire de la France. J'aime l'art. Je connais l'histoire de la France. On ne peut pas me coller sur l'histoire de la France. La philosophie, je la connais. L'histoire de l'Afrique, je la connais. Donc, je suis instruit. Ça fait peur. Quand vous avez trop de diplômes. Coluche disait, le tout, c'est pas d'avoir beaucoup de bagages. Il faut savoir les poser. C'est ça, mon truc. Oui, parce qu'en fait, pour bien comprendre, alors déjà, quand tu étais gamin, tout ce cycle, il s'est fait en dehors de l'administration, en fait. À aucun moment, le système social français t'a aidé. C'est des gens qui t'ont aidé. C'est quand même extraordinaire parce qu'on se vante d'avoir un système. Il y a de vraies personnes sur cette terre. Ouais, mais nous, on se vante d'avoir un système en France qui laisse personne, qui aide, qui est capable de. Et en fait, on voit qu'il y a des gamins qui passent au travers de la raquette, quoi. Parce qu'il y a des failles. Moi, je ne dirais pas que le système français, pour moi, j'ai beaucoup voyagé. Il y a deux choses. Le système, ça ne veut rien dire. Le système social, parce que le système français, la politique fait partie du système français. Oui. Et moi, je n'adhère pas forcément à la politique. Je connais les politiciens, j'ai aidé, j'ai fait des campagnes, je connais les politiciens. J'ai été reçu par M. Raffarin, qui est un monsieur très cool quand il était Premier ministre. M. Jospin m'a reçu. J'ai été l'un des premiers élèves, aux représentants des élèves de France. Lorsque M. Lang était ministre, c'est pour lui que j'ai fait des choses. C'est moi qui ai lancé la carte étudiante. Comment ça? Quand il y avait M. Lang. La carte étudiante? On était au ministère, on discutait pour améliorer la vie des étudiants. Comment t'es arrivé au ministère de Jack Lang? Parce que j'étais représentant. Il fallait des délégués de lycée. Après les délégués de lycée, il y avait des délégués départementaux, mon champ. Et j'ai eu l'Essonne. Et après, il y avait les délégués académiques, Académie de Versailles. Et tous les super délégués d'académie étaient votés au ministère de l'Éducation nationale. À quel âge ça? J'étais au lycée. C'est quoi? C'était dans les années 90 quand M. Lang a été ministre de qu'on appelle ça, l'Éducation nationale. J'ai monté un projet, qu'il a validé le projet au ministère de l'Éducation nationale, qui était pour le sida. À l'époque, quand il y avait le sida, et j'avais sorti des trucs sur le sida. Il y avait l'association Diagonale 91. J'ai participé à l'association, j'ai participé à la construction des choses. J'ai fait des choses en France. Je ne suis pas arrivé comédien comme ça, j'ai fait des choses. Je suis à la base aussi des centres d'éducation renforcés, les CER, lancés par le président Chirac. Oui, mais là, tu n'étais plus délégué là, quand il y avait Chirac. Non, comment tu arrives avec Chirac? Je vais dire que non seulement j'ai travaillé dans le social, mais j'ai travaillé au ministère de la Justice. Et comment? J'ai travaillé en tant que médiateur. Comment tu arrives au ministère de la Justice? Mais le ministère de la Justice, j'ai trouvé un travail par la mission locale dans les foyers PJJ, Protection Jeunesse Judiciaire. Étant donné que j'avais un bon bagage et que sur le terrain, les gens m'écoutaient et j'aimais mon métier, je suis remonté. Et je faisais des projets avec les jeunes qui étaient en difficulté et ça marchait dans mes foyers que je gérais. Les foyers où j'étais, ça marchait. Donc, on
On te récompense en fonction de la qualité de ce que tu apportes. Et moi, j'aimais aider les gens. Pourquoi? Parce qu'on m'a aidé au départ. Après, quand je me suis retrouvé, après l'éducation nationale, justice, j'ai été à la défense avec Mme Ayomari qui m'a reçu. C'est-à-dire que tout ça pour dire aux médias, je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé dans le stand-up, bouffe, voilà. J'ai fait des choses pour ce pays. J'aime ce pays et je continue de faire. C'est pas l'image du banlieusard dans sa cour Non, d'immeuble, ça n'a rien à voir. En plus, t'as un bac plus 5 en marketing. Voilà. Oui, mais je ne suis pas le noir. Souvent, les gens Oui. pensent que c'est le noir qui est venu prendre. La caricature. Voilà, le noir qui est venu prendre. Moi, je suis battu pour être français et je suis fier. Quand j'étais au ministère je suis réserviste citoyen. Et quand on faisait les journées Nation Défense, j'étais là d'organiser des jeunes nés ici, issus de l'immigration, pour qu'ils rentrent dans l'administration française, l'armée de terre, l'armée de l'air. On participait à des réunions avec des préfets. On s'est occupé aussi des gens sans papier, à être régularisés. J'ai travaillé avec France Terre d'Asile. Je connais le social en France. J'ai été reçu par Raffarin, c'est pas un petit monsieur, pas Chirac, pas Ayomari. T'as rencontré Chirac? Oui, j'ai des photos, j'ai des choses. On participait quand quelque chose n'allait pas, on apportait directement les questions et on participait aux réponses. J'ai été le premier, quand vous voyez les médiateurs dans les trains, dans les bus, c'est moi qui ai apporté le premier projet avec la Strave à Brenois, société de transport. Donc c'est pour dire que chaque fois que j'ai fait des choses pour la République, je l'ai fait dans le bon sens du terme. Donc, pour moi, on ne peut même pas parler d'intégration. J'aime la France. Mais quand je regarde à la télé française, comment quelquefois, ça ne me représente pas. Comment on me juge, ça ne me correspond pas. Quand en Provence, on dit on ne vous connaît pas, et j'ai donné. Je ne suis pas en train de commander. Si aujourd'hui je ne suis pas aux États-Unis, ce n'est pas parce que je suis en train de fuir la France. Je veux mettre un autre palier par rapport à mon art, parce que je suis écouté dans les quartiers. J'ai fait 5 stop shows dans les banlieues. Je participe encore aujourd'hui. Je suis un consultant pour des pays africains, pour des politiciens. Je suis aimé par des gens. Je suis consultant en tout ce qui est social, éducation, tout ce qui est justice et délinquance, on me consulte. Artistique, on me consulte. Parce que tu as une expérience dans le social, justement. Mais quand on est passé par les Restos du Cœur, le PJJ, éducateur, j'ai été à la pouponnière. Je travaillais à la pouponnière, c'était des bébés. Des mamans qui déposaient leurs enfants au bon pouponnière à Bretigny. J'ai travaillé. Quand vous avez fait pouponnière, vous avez fait éducateur 10, 13 des secteurs. Après, vous avez pris un peu plus âgé, ainsi de suite. Vous avez fait vraiment tout le long. Ben, je pense que vous savez de quoi vous parlez. Et en plus, je viens de la rue. Moi, je ne dis pas je viens de la rue parce que je mange le soir et je descends le matin, je dis je viens de la rue. Je viens de la rue parce que je dormais dans la rue. Donc, quand je vois un clochard, un sans-abri à Paris, je sais sa souffrance. Moi, quand j'étais dans le Jamel Comedy Club, et beaucoup peuvent témoigner, quand on était au Casino de Paris, on finissait de manger, j'ai ramassé la nourriture, j'allais donner aux gens dans la rue. Parce que moi aussi, j'étais dans ça. Et aujourd'hui, quand je joue au théâtre, ce que je gagne, ben, j'investis aussi en Afrique dans les orphelinats, ici, au Cameroun, au Congo, partout où je pars. Chaque fois que je vais à une date de tournée, je pars avec des vêtements. Et ce n'est pas des choses que je dis. C'est des trucs qui existent. Qui existent. Donc pour moi, peut-être ça fait trop de choses et ça fait peur aux télé, aux médias. Mais moi, je ne travaille pas pour les médias. Je ne travaille pas pour les médias. Il y a des artistes qui ne sont jamais passés à la télé, qui remplissent des stades, des choses. Je ne travaille pas pour les médias. Je ne cherche pas à séduire les médias. Je cherche seulement à rendre service et faire ce que l'humanité me demande. Moi, on m'a tendu la main parce que j'étais mal. Mais je tends la main aux autres parce qu'ils sont mal. Voilà ma philosophie. On peut comprendre ce que je veux ou on ne peut pas comprendre. Je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai tout. J'ai fait l'Olympia, j'ai dédicacé, j'ai été reçu par des personnalités, j'ai eu des cadeaux. Il y a une femme qui a accouché dans ma salle en rigolant. Je ne peux pas aller plus loin. C'est quoi cette histoire, hein? La sœur de Mamadou Sakho au théâtre Mairie à Paris. Je jouais, elle avait 7 mois de grossesse. Elle a tellement rigolé. Elle a commencé à perdre ces trucs de femme, là, des os ou bien des os, j'en sais rien. Et elle a accouché dans ma salle. Quand non mais tu n'accouches pas dans une salle, tu es évacué.
Non, mais elle partait, elle accouchait en même temps. Ah oui, oui, J'ai oui. déclenché quand même l'accouchement. Je ne voulais pas qu'elle accouche dans la salle, sinon l'enfant elle allait venir tous les soirs sans payer, comme dans l'avion quand tu accouches. Non, je lui ai dit, dégage, vous ne accouchez pas là, sinon il ne va pas payer. Voilà. Donc pour moi, et quand tu as joué en Bretagne, un public breton, ferré des Bretons, je pense que c'est mon Stade de France. Je peux pas prouver plus que ça, sinon c'est mendier. Si vraiment, pardon, laisse-moi faire. Non. Aujourd'hui, aux États-Unis, je m'en vais pour apporter la culture française aussi, ma participation, ma contribution au stand-up américain. Pour dire, regardez, il y a un Français qui est là. D'origine. La tête. Voilà, c'est ça. Rien que mon rire. Ou bien mes trucs. Yes, papa, jeu des jambes, ça, c'est cadeau. Voilà. Yes, you can, c'est venu longtemps après. Donc, Obama, il m'a copié. Juste. Ouais, il m'a copié. Il a gagné parce que j'ai fait yes, papa, jeu de jambes. Yes, je l'ai employé en 2005-2006. Lui, il vient après, il met yes, you can, il gagne la présidence. Moi, j'aurais dû faire ça ici en France, peut-être je serais président, non, je sais rien. Voilà. Je bois parce que vous qui me regardez, ça là, une punaise de blanc de Servien. Et en plus, t'as vu, je te reçois à la flotte. Ah ouais. Aux Antilles, on m'aurait mis un bon ramacabi, tapé, décollé. Il ne faut pas faire de la pub de l'alcool. L'alcool, c'est à consommer avec un verre. Merci. C'est mieux parce qu'avec les mains, c'est... Putain, les blancs, ils sont bien. Un fauteuil, je te jure. Tu as envie de te barrer avec ça. Et du coup, quand tu es dans tes deux familles adoptives, donc tu sors de la rue et puis tu es lycée, études, etc. Donc là, ça se normalise quand même, c'est plus facile pour toi. Et tu fais quoi justement comme études pour... Tu sais, quand tu es avec les Blancs, souvent, ils aiment bien que tu ailles à l'école très loin. Mais les Noirs aussi. Les Noirs, ils te chicotent pour que moi, mes parents disent, va à l'école. Voilà, une menace. Non, parce que moi, la chance que j'ai eue, je suis tombé... C'est pour ça que je dis que, intellectuellement, je suis tombé avec un premier père d'adoption qui est pilote d'avion. Pilote de chasse. Chasse, avec grande ligne, grand courrier et tout. Et le commandant Jean-Louis Légaré. Et après, tu tombes avec un ingénieur commercial chez Bull. Mon deuxième père d'adoption, c'est quand même lui qui a travaillé sur le projet de la carte vitale. Je me rappelle parce qu'à la maison, c'était son dernier avant qu'il parte à la retraite. Et j'ai regardé la carte vitale. Aujourd'hui, je l'ai. Quand je vais quelque part, je dis, vous avez une carte vitale? J'ai fait, fais-moi-la. C'est mon père quand même qui a fait le truc. Voilà. Et après, ces deux familles avec deux mamans, Mams, ma mère Dominique, qui est une mère, et puis ma mère Légaré, 91 ans. Quand tu sors de cette famille, tu es obligé de réussir. Intellectuellement, ils m'ont tout apporté. On apprenait à lire autour de la cheminée. Moi, j'écoutais Brel, Brassens tous les jours. Tout. Manger de l'artichaut, des endives, des trucs. Les Blancs, vous mangez des trucs, franchement, c'est bizarre. Souvent, quand je dis les Blancs, les gens, aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. Mais moi, je le dis parce que les Blancs, ça existe. Les Noirs, ça existe. Les Chinois, ben oui, ils sont au Bervilliers. Voilà. donc, non, moi, j'aime vanner les gens. Il n'y a pas de communauté, souvent. Et ils m'ont appris vraiment à aimer les gens. Ils m'ont appris à aimer, à partager. C'est ça mon stand-up, il est fort parce que j'en ai rien à foutre. Je suis une famille, je suis quelqu'un que les gens ne connaissent pas. Tout à l'heure, avant de venir ici, je suis allé voir un ami juif, David. Il me dit, j'ai encore le bar mitzvah d'un de mes enfants. J'ai dit, mais arrête, putain. Tous les 14 ans, on fait un bar mitzvah. Arrête le truc. Donc, j'ai un beau-frère qui est juif. Il s'appelle Kouhen Bakri. J'ai mes enfants qui sont moitié arabes. J'ai des parents adoptifs blancs français. J'ai ma mère qui est noire. Je suis noir parce que je suis né la nuit. J'ai tout. J'ai des enfants métis. J'en ai rien à foutre de la couleur, moi. Quand je vanne les gens dans mon spectacle, j'en ai rien, vraiment rien à foutre. Quand on me dit, oui, tu vannes les homos, j'avais mon attaché de presse qui était homo, ça ne me gêne pas. J'en ai rien, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Dans mon spectacle, c'est ce que je dis. C'est ça même ma base du truc. Donc, moi, on m'a éduqué à être ouvert. Sans juger quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Et c'est ça qui fait la force de mon stand-up. Quand je vanne un paysan, je sais. Je connais la souffrance des paysans. Je vis à la campagne. J'ai déjà conduit une moissonneuse. Je sais ce que c'est que la betterave. Je sais ce que la creuse. Je connais la souffrance des gens. Donc, je dis dans mon spectacle,
c'est autodérision, mais un spectacle qui passe un message sans accuser quelqu'un. Si le monde va mal, c'est la faute à tout le monde. Les blancs, les noirs, tout. Mais c'est plus sur votre faute. Parce que vous êtes toujours en train de découvrir des trucs. Là, vous foutez la merde sur Mars, vous cherchez une goutte d'eau. Il y a de l'eau ici. Vous avez une goutte d'eau, vous allez chercher là-bas. Cherchez la trace de vie de quelqu'un. Il n'y a personne. Venez, descendez. Voilà, au lieu de mettre de l'argent dans des robots, ah, on a vu l'eau sur Mars, il y a de l'eau ici. Il y a Perrier, il y a Badois, il y a tout ça. Non, tout le monde est responsable de cette vie et puis on met des cloisons, on ne sait pas. Non, c'est pas mon truc. Ma famille m'a éduqué, j'ai fait des grandes études, j'ai fait du marketing, j'ai appris à vendre mes produits, à me vendre et j'aime le business. Et justement, le business, donc tu me disais que tu avais d'autres projets, parce que le stand-up, l'artistique, c'est au final un volet, une partie, mais c'est pas, ça te résume pas loin de là. Et notamment, tu as acheté un château. Alors, on en parle du château de Patson. Non, c'est pas vraiment un château, parce que... Non, c'est un petit château. En tant qu'Africain, j'ai dit château comme ça pour me la péter. C'est un 2 pièces, non? Ouais, c'est un entrée couché. Tu rentres, tu dors direct. Parce que si tu dis c'est un château, ma mère regarde l'interview, elle va me demander de payer un peu plus la pension que je lui donne. Puis on ne sait jamais. Bah, château, combien de pièces? C'est un château de sable. Qu'est-ce que tu as? Des balances, c'est des balances, quoi. Non, en fin de compte, je voulais avoir un théâtre sur Paris et on a acheté un lieu. On a acheté un lieu où dedans, on permet aux gens de venir faire des mariages, des baptêmes et s'exprimer, faire du théâtre et tout. Et on a acheté ce lieu pour les gens. Parce que je dis, vous savez, quand on joue au théâtre, les gens payent pour venir vous voir. Les gens payent. Même si c'est 1 euro, il faut les considérer. C'est pour ça, déjà sur scène, je donne plus. Et je dis aussi, tout ce qu'ils m'ont donné, il faut que je leur donne. Et j'ai créé un lieu où les gens viennent passer des séjours, ils viennent passer des vacances, ils viennent faire des barbecues, ils viennent avec des gamins, et puis on est là, on s'amuse, on s'éclate. C'est une manière de dire merci à ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Et j'aime bien dire merci parce que mes parents adoptifs, par exemple, quand j'ai fait l'Olympia, je les ai fait monter sur scène pour que mon public les salue. Parce que c'est eux qui m'ont fait. Et voilà, donc on a un endroit, c'est notre quartier général, c'est notre truc et tout ça. Voilà. Parce que quand tu dis château, les gens qui sont là, ils disent, frère, tu as reçu, vas-y, envoie-moi un billet. C'est un château, mais petit château. Mais vraiment petit, quoi. Un châteaunet. Voilà, si tu es sénégalais, tu ne rentres pas. C'est 1m60, c'est pas plus. Les gens disent, pas ça, tu mens, hein, venir chez toi ce week-end pour manger. Après une interview, ils vont dire, non, pas ça, tu as acheté un château, hein. Toi, tu as dormi au dehors, maintenant tu as un château, quoi. Ah non, tu as reçu chez les Blancs, hein. Et puis après, quand j'arrive en Afrique, j'ai dit, non, ne venez pas en Europe parce qu'il n'y a rien. Et rien, on ne vient pas en Europe. Toi, tu es là-bas, tu as un château, et puis ici, nous, on ne vient pas, on vient. Les Italiens vont m'en vouloir. Ah, non, ils arrivent, hein, fermez. Et du coup, tu en penses quoi de ce star system? On voit souvent des jeunes qui veulent démarrer dans le spectacle. Et au final, moi, j'ai l'impression qu'à un moment, là où ils commencent à décoller de la réalité quand tu rencontres le succès, c'est que tu perds la notion de limite. Et tu vois, de dire, mais au final, avant, j'étais limité, parce que quand tu travailles, c'est des horaires, c'est des contraintes. Et quand tu réussis, au final, tu peux te dire, mais ça, en fait, je peux faire comme j'ai envie, je peux faire quand j'ai envie. Et tu finis par t'éloigner et de te perdre, en fait, tu vois, comme si ton corps, il était plus, t'as plus de limite, quoi. Comment tu fais pour garder contact avec le sol? Je vais dire un truc. Celui qui s'envole comme ça, c'est une question d'éducation. Le boulanger est aussi star. Le boulanger a une réussite. Il y a des gens qui ont 15 000 boulangeries, ils vivent bien. Star, ça ne veut rien dire pour moi. Et je pense au rappeur, par exemple, le jeune qui veut faire du rap et tout, parce qu'il veut de la moula. Oui, mais il faut les conseiller. Et je veux dire, ouais, du pognon, et après. Enfin, tu vois, comment tu... L'argent, après, ça dépend. Moi, je respecte les choix des gens. Mais moi, je n'ai jamais mis l'argent en avant. Je n'ai jamais mis côté star en avant. Qu'est-ce qui est important? Être populaire. Qu'est-ce qui est important? Être populaire, avoir du talent, tu gagneras de l'argent toute ta vie. Si tu es populaire, tu as du talent, tu as de l'argent toute ta vie. Mais être star, ça finit un jour. Tout ce qui brille se salit. Et quelque chose qui est déjà sale, ça ne peut pas se salir une deuxième fois. Moi, je préfère être populaire. Et la simplicité fait que je balade. Pourtant, je suis le plus populaire
Quand je dis je suis plus populaire, c'est pas, on dit oui, mais tu te la pètes, tu as tes chevilles. En France, quand tu dis quelque chose, on dit, Ça y est, il a un tu n'as pas ta château, il est cheville. Oui, populaire. tu n'as pas ta cheville qui gonfle, tu n'as pas ta Ouais. cheville qui gonfle, tu te la pètes. Aux États-Unis, on appelle du marketing. Quand Mohamed Ali disait en 62, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, c'est du marketing. Les Américains, chez eux, quand tu dis ça, tu te valorises. En France, quand tu te valorises, ah, tu te la pètes. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis populaire. Je connais mon métier. Je suis fier d'être français. Il faut que les gens changent. Ils n'aiment pas quand on le parle comme ça. Je ne crase personne. Ce que je gagne, je fais du social, je tends la main aux autres, mais j'ai quand même aussi le droit d'apprécier la vie. Mais apprécier la vie ne veut pas dire de marcher sur les autres. Celui qui est en l'air, qui saute, il finit par toucher le sol. Parce que chez nous, il y a un dicton qui dit, j'adore les dictons, celui qui crache en l'air reçoit sa salive. Donc ceux qui se montent, c'est très bien pour eux, ils ont choisi. Mais le jour où ils tombent et que les gens ne sont pas là pour les amortir, ben c'est eux qui ont creusé leur tombe. Moi, je ne suis pas de ce pain-là. Moi, je ne mets pas l'argent en avant. J'aurais pu gagner plus d'argent sans faire du théâtre. Hein. Je gagnais bien ma vie sans faire du théâtre. En faisant quoi? J'avais ma boîte de sécurité, je bossais, j'avais mes chiens. Quand je travaillais dans l'éducation, j'étais éducateur, je gagnais ma vie. Même si dans le social, ce n'est pas l'endroit où... Ouais, c'est pas là où on fait fortune. C'est pas là-bas où on fait fortune, mais on peut quand même niquer. On peut niquer, comme disent les Antillais. Et ils vont couper, ils vont dire, parce que j'en ai rien à foutre. Ouais, non, mais tu travailles dans le social. Non, tu vis bien, tu vis bien. J'aurais pu gagner de l'argent ailleurs. Comme disait Coluche, voler, c'est des métiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des métiers d'avenir. Avant, c'était des métiers d'avenir, voler. Aujourd'hui, quand les braqueurs, ils braquent les gens, ils sont obligés de faire du social, ils donnent de l'argent aux gens. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Moi, je ne mets pas l'argent en avant. Et donc, comment tu Je mets l'homme, l'humain. Et alors, du coup, concrètement, ça veut dire que l'endroit où tu habites, c'est un quartier sécurisé avec que des gens qui ont réussi, ou alors c'est un quartier... Je vis avec des paysans. Je vis avec des gens qui peuvent me permettre de toujours être dans la réalité. Pourtant, j'ai voyagé dans des jets, dans des trucs de sécurité, machin. Quelquefois, les gens, quand je vais en tournée, ils me laissent à l'hôtel. Hein. Ouais, vous avez la mer. Je ne sais pas nager. Ils me mettent toujours au bord de l'eau. Une piscine. Mais j'apprécie. Alors que tout le monde sait que les Noirs ne savent pas nager. Ah, vous mentez. Ah non, parce que tous ceux qui viennent en Italie, c'est pas l'eau. J'ai jamais vu des Blancs nager pour aller en Afrique. Donc, vous ne savez pas nager. C'est pas parce que vous portez votre calbar, on appelle ça string, ou bien vos trucs moule, machin, on appelle... Vous savez nager? Vous avez déjà nagé pour traverser la Manche? Non, vous avez des bateaux. Alors, nous, on sait nager, nous. Alors, le jour où vous allez commencer à nager pour arriver en Algérie, là, vous pouvez parler avec nous. Alors, sans déconner. Ça, c'est la France profonde, ça. Là, je pense que je vais pouvoir jouer à Reims. Sans déconner. On dit, attends, quand il était celui-là. Donc, non, je vis avec des gens. Je vis avec des paysans. Moi, j'aime vivre avec les gens. Et quand je vais en tournée, ils me mettent la piscine, ils me mettent tout ça. Le matin, quand ils viennent, je suis dans le quartier, je suis avec les gens. Quelquefois, je mange avec eux. C'est là tu t'inspires. C'est là tu apprends à connaître les gens. C'est là, quand tu sors une vanne, il dit, mais il nous connaît. Mais ce n'est pas en même temps d'hôtel. J'ai voyagé jet, machin, la glace, machin, première classe, garde du corps. C'est bien de vivre ça un peu. Surtout, venant de mon parcours, quelquefois je dis, punaise, quelquefois je voyage avec des amis. Quand je suis en tournée, je vais avec des amis avec qui j'ai galéré ou qui m'ont aidé. Et une fois, j'étais avec Jérôme Salor, il est venu avec moi. Il était dans l'avion avec moi. Puis j'ai dit, tu te souviens, quand on était gamin, je disais, celui qui réussit aide l'autre. Et puis on rigole. Et puis j'ai dit, tu te souviens, tu vois où j'étais parti avec les bouts de pain ronds de la cantine. Et je suis là. Il avait les larmes aux yeux. Tout récemment, je viens de rencontrer Philippe. En fin de compte, la vie, il faut prendre avec philosophie et faire les choses. Il faut aimer les gens. Ma mère adoptive, qu'il y a des années, elle m'a pris à l'école. Mon premier ami blanc français, quand je suis rentré en France, mon premier ami blanc français, c'est Philippe. J'étais dans une école d'enfants de riches. Et c'est le premier blanc qui s'est approché de moi parce que j'étais dans mon coin. J'étais le seul noir dans l'école. Et ce blanc français, après 2 ans, 4e, 3e, je l'ai perdu de vue.
Il ne sait pas que je suis un comédien. Et il y avait un autre, il s'appelait Neto, on était 3. Mais lui, il était plus proche de moi. Des années plus tard, c'est-à-dire c'est en 2021, là, ma mère d'adoption, chez elle à la maison, elle a un problème de téléphone. Ma soeur adoptive, elle appelle Orange en disant que ma mère a un problème de téléphone. Et comme elle est âgée, il y a un bip de secours. Si jamais lui a caché, elle appuie dessus. Pas de téléphone, donc le bip ne fonctionne pas. Ma soeur, elle organise tout. Et le monsieur, le technicien, doit passer vendredi. Mais il n'y a personne vendredi. Ma soeur m'appelle et dit, il y a un technicien qui passe. Est-ce que... Je dis, oui, j'y vais. Je vais chez ma maman hier. Le technicien arrive. J'ai mon masque, il a son masque. Il me regarde, je rentre. Il me dit, on se connaît. Je n'ai pas calculé. Ah bon. Il dit, on se connaît. Je pensais qu'il a vu mes sketchs ou un truc. Donc il continue, il dit, je reste professionnel. Et puis à un moment, il me dit, on se connaît. Il dit, baisse ton masque. Je baisse, il baisse son masque. C'est Philippe, mon premier ami blanc français. On se retrouve où quelques années plus tard? Chez ma mère. Et elle était notre prof à nous deux. Je l'ai invité chez moi à la maison. J'ai dit, toi et moi, on est fait pour... Si c'était une gonzesse, j'aurais sauté. Mais c'est un mec. Il faut faire des choix. C'est déjà fait. Vite fait même. Bien fait. Donc, voilà. Pour vite fait, c'est pas bien fait. Enfin, bref. Non, vite fait, bien fait. Pas, non, parce que je connais la suite. Donc, j'ai dit, mais la vie est comme ça. J'ai insisté pour être là. On rencontre mon premier ami blanc. Et c'est lui qui me descendait les carrés de vache qui rit et du pain. Donc aujourd'hui, ce que je raconte, ou ce que je vais sortir dans mon livre, je n'ai pas inventé. Il y a un système social français qui existe. Malheureusement, il y a des gens qui souffrent encore parce que pour des paperasses, pour des ceci, pour cela. Et on peut tomber sur des gens qui n'ont rien à faire dans le social, qui sont là, qui remplissent des paperasses, qui font des erreurs et que ça paye mal ou bien, parce que j'aurais pu finir en prison. J'ai jamais voulu la facilité. Parce que pour moi, il fallait que je réussisse. Pour mes parents d'adoption, qui ont misé sur moi et qui ont fait de moi ce que je suis. En fait, tu aimes les gens. Et globalement, je ne sais pas si j'imagine que tu n'as pas une grosse voiture ou un gros... Parce que toutes ces choses-là, ça crée de la distance, en fait, avec les gens. Ça dépend comment on l'a. Moi, j'ai été mécanicien, donc j'aime les grosses voitures. J'aime les grosses voitures, j'aime les grosses femmes. Parce que quand tu arrives à ta femme, elle est grosse, tout le monde se retourne. Tiens, il y a une grosse femme, on te regarde. J'aime aussi les petites femmes, j'aime tout. On dit un homme qui a une grosse voiture, voilà. C'est les femmes qui disent, hein, je ne vais pas le dire. Je taquine parce que les gens ne disent pas de ça. Je suis con. Bah, tu sais ce qu'on dit des hommes aux grands pieds? Homme aux grands pieds, grandes chaussures. Ça, c'est bien ça. Il va falloir que je demande. Moi, on dit homme aux grands pieds. Bon, bref. Donc, non, j'aime les voitures. J'ai des grosses voitures, j'ai des petites, j'ai des voitures. On peut me voir. Là, par exemple, je suis venu avec une voiture. Les gens s'y attendent pas. C'est quoi? C'est une Clio. J'aime bien une Clio. Et j'ai des grosses, j'en ai acheté des grosses. C'est quoi une grosse? Une grosse, c'est des 4x4. Mais j'ai acheté à la sueur de mon front, je ne rougis pas d'avoir acheté. Oui, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça crée de la distance si tu te promènes en Tesla pour aller voir les... C'est les autres, c'est le regard des autres. Ouais. Le regard des autres. Mais moi, quand j'ai acheté, pour dire un truc encore, j'ai acheté une grosse voiture, je suis parti dans des quartiers et j'ai pris les gamins, des quartiers où j'ai grandi ou machin. Je leur ai dit monter. Je faisais faire un tour. Pourquoi? J'ai dit au moins ils ont essayé une grosse voiture. Et ils n'ont pas volé. Et une fois j'ai fait ça dans un quartier et la BAC nous arrête. C'est à qui la voiture? C'est à moi. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit non, je les balade comme ça, ils ne voleront pas une grosse voiture. Au moins, ils ont un grand frère qui l'a acheté à la sueur de son front. Et je faisais ça. Les jeunes de Sarcelles, ils montaient dedans, ils étaient contents. C'était ma fierté, c'est ma réussite. Ça fait partie pour qu'ils comprennent que je n'ai pas fait de conneries, j'ai travaillé pour aboutir à ça.
Mais je leur donne des conseils. Avant d'acheter une voiture, il faut peut-être avoir la maison. Parce qu'on peut mettre la voiture dans la maison, mais on ne peut pas mettre la maison dans la voiture. Donc, il faut d'abord avoir la maison. Et c'est une manière de... Mais il y a des gens qui gardent des distances, qui sont jaloux. Mais je ne les calcule pas. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je me sens bien. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais dans la rue, ben, ceux-là ne m'ont pas tendu la main. Donc aujourd'hui, ils n'ont rien à me reprocher. Moi, je suis là, ma voiture n'est pas volée, j'ai l'assurance, j'ai ceci, je suis tranquille. Voilà. Donc il y a une simplicité dans ton mode de vie. Ben, il faut être simple. Quelqu'un qui est simple est compliqué pour les autres. Moi, je suis simple parce que tu es compliqué pour les autres. Quand tu veux le verre, non, mais c'est bon. Ils vont dire, ah, mais tu es compliqué quand même, hein. Tu es trop machin. Pourtant, c'est eux. Quelqu'un qui est simple, pour les gens voient ça compliqué. La simplicité, c'est être humain, être naturel. Moi, si j'en veux, quelquefois je m'arrête sur le périph', je descends, je danse. J'en ai rien à foutre parce que pour moi, il faut que les gens soient heureux. C'est pas qu'au théâtre, je dois amuser les gens. Je sais faire la part quand je suis dans mes bureaux, quand on parle sérieux, on parle sérieux. Quand on doit faire ceci, quand on doit déconner, on doit déconner. Sur mes réseaux sociaux, quand tu viens sur mon Instagram, mais je peux être sérieux, et puis on déconne, et puis je dis tout, je m'amuse, je m'éclate. J'avais une émission radio sur cette radio Africa numéro 1. Allez, j'appelle toujours Africa numéro 1, ils ont changé de nom, mais moi je reste toujours le truc. Fidèle à la marque. Voilà, je reste. Et j'avais 10 000. Toi, tu manges toujours des Raiders, quoi. Voilà, moi, ouais, c'est Raiders, c'est 2 doigts qui coupent un, c'est ça? Exactement. Ah oui, voilà, donc c'était ça. Et cette radio, j'avais 10 000 auditeurs tous les midis sur 3 fréquences. Mantes-la-Jolie, Paris, Melun. 10 000 tous les midis, j'ai fait quand même plus de 10 ans là-bas. C'est énorme le nombre de personnes, des ambulanciers qui me connaissent. Mais souvent, quand on me voit, il me dit, mais c'est pas lui. Vous ne pouvez pas être aussi simple. La dernière fois, il y a un gamin qui mangeait un sandwich et j'avais faim. Il me voit, hey, pas de son, ouais, grand machin. Je lui dis, donne-moi un bout. Il m'a regardé et j'ai coupé le bout. Mais j'ai coupé tellement qu'il restait les œufs dans la... Il restait juste les oignons dans sa main, le pauvre. Et il n'osait pas me dire, donne-moi, machin. J'ai dit, ça va. Il dit, oui. Il était là comme ça, le pauvre, il avait de la tomate. Tu sais, les sandwichs, pardon, les sandwichs, la tomate était là, 2 oignons, comme ça. Il me regardait. Ça te dérange pas? Non, j'ai dit, ça va? Il dit, oui, oui. À la fin, le pauvre, il me faisait pitié, je lui donnais 10 balles. Je lui donne 10 balles, j'ai dit, va acheter parce que c'est que... Les oignons, tu sais, les sandwichs, quand tu coupes, c'est pas comme les sandwichs avant, c'était dur, où tu coupes vraiment mieux. Maintenant, les sandwichs, c'est tellement, ça glisse. Quand j'ai coupé, il s'est retrouvé avec 3 oignons, j'ai vu, et une tomate, et puis un petit bout de viande. Le pauvre me regarde, et puis j'avais tout le long dans la main. C'était pas symétrique du tout. Et puis il n'osait pas me dire, j'ai dit, ça va, oui, oui. Mais je voyais qu'il était en train de maigrir. Je l'ai mis au ramadan forcé, pourtant il était catholique. De ce coup, il a changé de religion. Et après, je lui ai donné 10 balles. Il était content. C'est comme ça dans la rue. Pour moi, mon public, les gens, ils me tapent sur l'épaule. Ils s'en foutent. Des infirmières, quelquefois, je fais le tour des hôpitaux, les sages-femmes, les machins, tenants, machins, les gens, ils sont heureux de me voir. C'est pour ça que je dis, être star, c'est une chose. Mais être populaire, c'est encore plus. Quelquefois, je vais au centre commercial, je fais mes courses, je mets le truc, je dis pas si on t'a vu, enlève ton masque, on s'en fout. Les gens me parlent comme si j'étais dans leur famille. Des jeunes dans la rue. Une fois, je tombe en panne. Les voitures sont arrêtées. Les flics de l'autoroute sont arrêtés. Ils disent non, non, non. Tout le monde s'est arrêté. Je raconte une blague. J'ai Marou qui est passé. J'ai dit, viens ici. Vas-y, démonte tout le truc. Il a commencé à démonter. Parce que c'est comme ça. Je sais pas. Quand vous êtes simple, les gens, ils vous adoptent. Je pars aux Antilles. Je pars aux Antilles, en Guadeloupe. Un soir, je sors de mon hôtel. Je suis allé discuter avec les jeunes. Et en venant, je me trompe. Et il n'y a pas le GPS aux Antilles comme ça. Hein. Quand on dit, Bougla parti là-bas, passer là, passe. Ok, je me perds et puis je rentre dans une espèce de voie sans issue. Une voie sans issue. Aux Antilles, il y a des quartiers. Frère, il ne faut pas rentrer. Je connais pas. Je rentre et j'allume mes phares. J'éclaire des mecs qui étaient dans les voitures. Je n'ai jamais vu ces couleurs de yeux. Quand j'ai éclairé, j'ai vu la tête, j'ai coupé. J'ai demandé même à la batterie de s'arrêter.
Et je viens doucement et je dis, je suis perdu. Je dis, bonjour, je cherche, l'hôtel s'appelle Fleur d'Épée. Les mecs ont mis 20 minutes, ils me regardaient comme ça pour répondre à ma question. Je travaillais avec des délinquants, j'ai travaillé pour des manouches, je me suis occupé des manouches, j'ai jamais eu peur. Montlhéry, cimetière des chiens, j'allais chercher Nicolas d'Orchède, j'avais pas de soucis. Ils m'ont regardé comme ça, je t'assure, j'ai dit waouh, j'aurais dû faire marche arrière. Et le gars me regarde comme ça. Il avait une bière et puis il me dit Bougla. Il regarde, dit je connais Bougla. Il me dit comme ça. Je connais le monsieur. J'ai dit moi, il me connaît. Peut-être on a fait un deal et je ne l'ai pas payé. Je ressemble à quelqu'un qui ne l'a pas payé. Là, je commence à trembler. Il dit si. J'ai dit non. J'ai dit si. Il était en train de chercher. Il dit l'autre s'est énervé, il s'est levé. Il pensait que j'avais fait un coup. Waouh, en plus, souvent, ils ont des machettes. Il fait ça, ouais. Et il dit, Bougla, oui, ça y est. Quand il a dit ça y est, j'ai dit, oh putain, je suis paradis. Je suis mort. Il dit, ça y est, Bougla qui a fait sketch. C'est le monsieur qui fait sketch. Et puis l'autre dit, yes, papa, sketch, il a diarrhée. Wow. Quand il a dit, wow, j'ai dit, Seigneur. Il a dit, Jésus était noir. Punaise, alléluia. Il a dit, oui, c'est lui. Et le mec, il est venu, il m'a attrapé. Il m'a remué comme ça 2 fois. J'ai dit, mes côtes. Il a dit, ah oui, ça y est. Il parle en créole, je t'adore. Ils sont venus. Yes, I check, man, check. Il me checkait. Il dit, bois un coup. J'ai dit, peut-être si je dis non, ils vont me défoncer. J'ai dit, oui, 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 oui. Il m'a mis un truc, je ne sais pas c'était quoi. J'ai bu. C'est descendu dans mes orteils. J'ai commencé à faire pipi avec mes orteils. Tellement c'était fort. Je n'ai pas voulu tousser pour dire que je suis un faible. Je voulais être le bonhomme. J'ai fait pipi avec mes orteils. C'était la première fois. Après, il m'a raccompagné à l'hôtel. Mais quand je suis rentré à l'hôtel, les gens m'ont dit, tu as eu la chance. Parce que ces gars-là, même les flics ne le parlent pas. C'est pour dire que je suis tellement connu. Il y a un qui est sorti de prison une fois à Fleury. Il est sorti de Fleury. Hein. Il est venu à Bastille pour me croiser. Parce qu'en prison, il rigole sur mes sketchs. Et il est venu. Et le mec, il me salue. Il dit, j'ai pas grand-chose à te donner. Hein. Et puis, il me donne un gros bout de joint. J'ai jamais vu ça. On dirait un parpaing de Portugais qu'il a acheté un... Je parle de Portugais parce que j'ai des amis portugais. Ils vont me chicoter après. Gros comme ça, il vient dans ma main. Quand j'ai vu le truc, je dis non, 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 non. J'ai laissé dans sa main. Les gens deviennent fous quand ils me voient. Je vais dans des restaurants, je ne paye pas. Une fois, j'étais à Saint-Malo, j'étais sur le truc, tout le restaurant, les serveurs sortaient, un truc de fou. Mais c'est comme ça. Et tu ne peux pas être trop loin de ces personnes-là parce que ils t'aiment. Faire rire, ça soigne. Ça soigne. Et moi, je vois dans le regard, j'ai vu des mamans pleurer, j'ai vu des gens pleurer. Et j'ai dit, mais quel effet, c'est énorme. Donc, tu ne peux pas t'éloigner des gens. Quand quelqu'un a travaillé, il a pris 10 € dans sa paye, avec ses moments difficiles, il pouvait payer une baguette. Il paye pour lui, sa femme, il vient te voir, tu lui dois quelque chose. Tu lui dois non seulement le spectacle, mais à la sortie, tu vas dire quelque chose. Et tu dois aussi donner. Souvent, je vais à l'hôpital de Bray pour voir les gamins qui sont malades. Mais je vais dans les orphelinats en Afrique. Je suis allé au Cameroun un jour, j'ai dit à un gamin, il s'est coulé à moi, j'ai dit, cet enfant doit être adopté. L'année d'après, Diam s'était allée, elle a vu l'enfant. Je suis retourné encore, l'enfant était adopté, ses parents dans les options sont en Normandie. La vie te réserve des choses, c'est tellement beau de donner. Quand tu donnes, tu reçois. Que après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour donner des conseils à quelqu'un. Moi, j'ai choisi mon chemin. On n'a pas le même parcours. Et chacun fait son bilan. Mais moi, j'apporte ma pierre à l'édifice, la construction de la France, parce que je suis français, la construction de mon Afrique, parce que je suis fier d'être africain, fier d'être noir, fier de mes origines. Et j'apporte ma contribution à l'humanité. Je suis allé en Roumanie. Je suis allé échanger avec eux, discuter, voir leur culture. J'ai voyagé, je suis allé au Canada, j'ai échangé. Je suis allé voir les Amérindiens, en Guyane, au Brésil.
Je suis comme ça. Et après, on peut m'aimer, on peut pas m'aimer, on peut m'inviter, on peut pas m'inviter. Mais Je disais que le fils Sarkozy, il était venu te voir aussi. je l'ai vu, un des fils Sarkozy qui était dans le rap, au théâtre, au Gibus, quand j'ai joué au Temple, qui était là. On a passé une soirée, il rigolait, il avait ses portes et tout ça. J'ai des enfants de personnalité, j'ai des joueurs de foot, Pogba. Pogba me dit, quand il était au Havre, on disait éteignez les lumières pour dormir. Il passait toute sa soirée à regarder mes sketchs. Kamel, le magicien, Kamel, ses premiers pas en magie, c'est moi qui l'ai mené dans les quartiers. J'ai aidé certains. J'ai aidé beaucoup. Amel Chabi, qui est c'est ma soeur, c'est Amelos, je l'appelle. J'ai fait des choses, j'ai fréquenté, j'ai côtoyé des gens. Pour moi, c'est l'histoire. C'est tous ceux-là qui font mon histoire. Un grand homme, c'est pas par la taille, c'est par les traces qu'il laisse derrière lui. Moi, je veux marquer l'histoire par les traces que je laisse derrière. Et quand on retient les traces que tu laisses, quand tu as donné aux autres. Aujourd'hui, quand on parle de Coluche, on ne parle pas de Coluche en tant que comédien. On parle de Coluche, les restos du cœur. Mais quand tu es star, il y en a plein qui sont partis. Moi, la première fois, Johnny Hallyday, j'ai fait Canal avec Johnny Hallyday, il m'a fait venir dans sa loge. Il m'a dit, non seulement vous êtes fort, mais vous êtes très intelligent. Je vous adore, je vous apprécie. Et être à côté de Johnny Hallyday, on a fait une photo, je tenais il me tenait comme ça. C'est énorme. Parti de mon bout de carton, je dormais. Et voir Johnny Hallyday. Ou quand Gad Elmaleh vient, il me dit, mon fils, apprécie ce que tu fais, Gad. Ou bien d'autres. C'est des grands, c'est des gens qui ont ouvert des portes. Donc pour moi, je dis, c'est une suite logique. Si les gens ne m'invitent pas sur le plateau, je ne suis pas assoiffé par ça. Je vis, mes enfants vivent bien, je suis en bonne santé. Il y a des choses plus graves que ça. Il y a des choses plus graves. On dit l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Je ne vais jamais me fâcher contre les médias. Non. C'est des malentendus. C'est des quiproquos créés par d'autres personnes et qui ça me suit. Mais combien de temps? Je m'en fous. On m'apprécie ailleurs, j'y vais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui voudraient se lancer ou accomplir des projets J'avais entendu, je ne sais plus qui disait ça, mais les banlieues n'ont pas de barreaux. Tu vois, de dire voilà, à quelqu'un qui rêve au-delà de ce qu'il a sous les yeux, qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait? Ben, moi, la chance, c'est que j'ai une école de théâtre, je forme les jeunes, j'ai fait des top shows, je vais dans le quartier, ils sont pas artistes, je les sors. Et dans les top shows, j'ai quand même dit que j'ai quand même allé 2 réussites. Jackie Toto qui fait des films, Ricardo qui a joué dans Qu'est-ce qu'on en fait au bon Dieu, il a joué Débarquement immédiat. Ce sont des élèves que j'ai aidés, des jeunes de banlieue. Il y en a d'autres encore. Donc, je leur donne toujours des conseils, restez aussi simples. Mais après, ils ne sont pas obligés de suivre mes conseils. J'ai sorti des artistes, j'ai toujours dit, restez simple. Ne vous compliquez pas la vie. Parce que celui qui vit simplement, naturellement, va plus loin. Tu as le temps de réfléchir. L'argent n'aime pas le bruit. Ils veulent avoir de l'argent, ils font du bruit. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent, c'est comme un serpent. Le serpent n'aime pas le bruit. C'est pour ça qu'on associe dans les histoires le serpent, l'argent, machin, le diable, machin. Non, l'argent n'aime pas le bruit. Donc, quand tu veux gagner de l'argent, c'est les gens qui te font gagner de l'argent. Donc, il faut être simple. Partir avec eux. Moi, mes régisseurs, quand j'en suis en tournée, je mange avec eux. Je mange avec eux. Quand je vais dans les théâtres, il n'y a pas un seul théâtre où moi je suis passé, que ce soit Paris, peu importe. Tous les gens qui travaillent dans le théâtre m'appellent tonton. Je retourne au Palais des Glaces. Ah, tonton, ça va? Allez, les gars, on va boire un coup. Parce que c'est eux qui m'ont fait. Ils ont vu tous les artistes passer. Il n'y a pas un théâtre, que ce soit Deezer, que ce soit Apollo, que ce soit ceci, il n'y a pas un régisseur, technicien du théâtre qui ne m'appelle pas tonton. Les chocolats, les ouvreuses, machin, ça ne coûte rien. Ça garde des bons rapports. Je viens, je les salue, je leur dis merci à chaque spectacle. Il y a des gens qui viennent, ils jouent dans le théâtre, ils ne disent pas bonjour. Ils ne saluent pas parce qu'il est star. Mais ce monsieur, s'il n'appuie pas sur le bouton, on ne voit pas ta gueule. Après, chacun choisit. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Je ne suis pas quelqu'un, je ne tourne pas autour du pot. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je suis un Aïni.
c'est les gens les plus fiers. Je suis descendant des Ashanti, le Ghana. C'est les gens les plus fiers, c'est les gens qui sont riches, qui ont de l'or. Donc nous, on a une fierté et c'est des grands commerçants. Donc pour moi, passer ce principe avec mes trucs, tu ne m'impressionnes pas par ton argent, par ceci. Donc il faut respecter les gens. C'est les gens qui te font. Donc les petits jeunes, je leur dis ça. Comprenez que la vie, c'est une philosophie, c'est des étapes. Quand tu atteins un palier, tu montes. Mais chaque fois, on prend le temps. Et j'ai toujours dit, celui qui prend l'ascenseur, monte par l'ascenseur, descend vite. Celui qui prend les escaliers, une fois qu'il est là-haut, il se repose pour pouvoir descendre. Moi, je prends les escaliers. Parce que derrière tout ça, il y a la question du sens, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'embête dans certains discours, c'est de dire je veux réussir et je veux gagner de l'argent. Et au final, on a l'impression que c'est une fin en soi. Mais en réalité, toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait plaisir, c'est le contact avec les gens, c'est ce que tu apportes. Et quelque part, ça, c'est le sens de la vie, en fait. C'est vraiment la mission de vie. Il y en a qui, les petits, ils appellent ça comme ça. Donc, en gros, c'est ça. Si vous voulez réussir, ne cherchez pas à gagner de l'argent, mais cherchez comment vous pouvez être utile. Parce que l'argent, quand on a l'argent physique, c'est pour acheter un objet. OK. Mais quand tu as l'objet, tu n'as pas besoin d'argent. S'ils connaissent le principe du troc, moi, je fais rire pour obtenir quelque chose. Avant de démarrer, je jouais dans les trains pour ne pas payer le train. Je faisais rire tout le wagon. Le contrôleur n'imaginait même pas que je n'avais pas de ticket. Parce que quelqu'un qui n'a pas de ticket se cache. Au moins, ma stratégie, je faisais rire. Donc, comme je me montrais, il ne me contrôlait pas. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand je vais quelque part, j'obtiens des choses sans forcément sortir de l'argent. Pas la gentillesse, pas machin, pas mes trucs. Avant de venir à l'émission, j'ai les clés de chez moi. Ma mère, je balance. En voulant fermer la porte, elle a un peu tordu la clé. J'ai pris la clé, je suis allé, avant d'arriver ici, je suis allé voir un ami à moi qui fait les bar mitzvah. Il a un endroit où on peut faire des clés. La clé, normalement, il faut compter 15 jours, il faut ceci, ça coûte machin. Je suis arrivé, j'ai dit, hey, David, machin. Oh frère, ça, non. En moins d'une heure, même pas 20 minutes, j'ai mes clés. Et il a même payé ce frérot. À l'époque, je fais des choses, je m'invite au théâtre, on est vraiment restés frères. Il a même payé pour mes clés. Je serais venu avec mon argent, artiste, machin. La clé, j'allais l'obtenir peut-être dans 15 jours. J'allais payer 5-6 fois le prix de la clé. Et ben voilà. Mais là, simple, j'ai obtenu ma clé en 20 minutes. J'ai rigolé avec eux. J'ai un ami que j'ai connu par rapport à mes sketchs. Et ça fait maintenant plus de 8-9 ans. Il me donne des vrais conseils. Quand la nuit, j'ai besoin d'un truc tout de suite, ça vaut plus que l'argent. Donc, il faut savoir, avec l'argent, on fait quoi? On achète un objet. Je préfère avoir l'objet d'abord. Et pour avoir l'objet, c'est les gens qui te le donnent. Quelquefois, je suis là, les gens me disent, viens chez nous à Monaco. On m'invite à Monaco, tout frais payé. On m'a fait partie au Canada, tout frais payé. Claude Makelele me donne une montre d'une valeur, machin. Si moi-même j'avais cet argent sur moi, j'aurais peut-être hésité avant d'acheter cette montre. Parce que j'ai d'autres priorités. Mais aujourd'hui, j'ai une montre qui de cette valeur-là, ça me fait plaisir. Le plaisir n'a pas de prix. Et le plaisir, tu l'obtiens dans la rue. Parce que tu as donné du plaisir à quelqu'un. Un sourire, un truc. Vous vous rendez compte que quand quelqu'un te sourit dans la rue, c'est tellement beau, tu as gagné ta journée. Ou quelqu'un vient te check, non, toi, tu es vraiment con. Souvent, on me dit, toi, vraiment con, tu me fais trop rire. Ça vaut beaucoup. J'étais à Bastille, j'ai garé ma voiture. Et j'ai dit à monsieur, hey, pour ne pas qu'on me mette PV, je vais rapidement, je viens, reste à côté, je te donne un billet. Je lui ai donné un billet, il était à côté de ma voiture. Il a suivi ma voiture. Je lui ai dit d'abord, et je suis venu, je lui ai donné un billet avant de partir. Même le sourire, la manière de faire, il m'a ouvert, vraiment, il m'a fait confiance. Ça peut être dangereux parce que ton visage attire les gens, tu peux tomber sur n'importe qui, et puis voilà. Mais moi, pour moi, la vie, c'est la simplicité. La vie, elle est simple.
Mais il faut composer avec tout ce qui est là. Quand tu fais une salade, tu mets tout. Quand tu fais une sauce, tu mets de tout. C'est ça qui fait la valeur, la qualité de la sauce, de ta soupe. Je ne me prends pas la tête. Il y a des gens qui le font. Il y a tellement de gens qui se prennent la tête. Moi, je n'ai pas besoin de rajouter encore. Donc, les jeunes, je leur donne des conseils. Après, ils n'écoutent pas. Il y a d'autres. Je connais pas de jeunes qui n'ont pas écouté. Des joueurs de foot qui ont eu des millions, qui aujourd'hui m'appellent. Tonton, comment tu fais? Frère, je te l'avais dit. Passe pas là. Qu'est-ce que tu m'as dit sur les joueurs de foot et les moutons? J'ai dit certains joueurs de foot, c'est des moutons. Et je sais pourquoi je dis ça. Et je leur dis, c'est des moutons. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et il y a d'autres qui ont compris que le foot, c'est du business. Et qu'après le foot, il faut et qu'ils investissent, ils créent. Bon, j'ai 2, 3 qui sont des moutons. Je leur ai dit. J'ai dit, à force de regarder la pelouse, qui est capable de regarder une pelouse autant? C'est un mouton. Non, c'est des moutons. Pas tous, hein, parce qu'ils vont dire, ah, personne n'a dit, demain, ils vont nous donner leur maillot. Mais il y a certains qui ont joué au mouton. Heureusement qu'il y a une nouvelle génération, il y a des gens qui ont compris que le foot, c'est du business et qu'ils doivent contrôler leurs produits, ils doivent voir leur marque, ils doivent faire ceci. C'est ça que je leur faisais comprendre au départ, à mes frères, à des jeunes de banlieue. J'étais éducateur. Donc, beaucoup sont devenus joueurs de foot. J'étais éducateur. Je les ai eus tout petits, où j'ai eu leur grand frère, où j'ai eu leur machin. Donc, je suis leur grand frère. Je suis obligé de leur dire la vérité à certains, en mettant de l'humour, mais voilà. Mais quand j'ai fait la vanne, j'ai dit, ah, ben les joueurs de foot, c'est des moutons. J'ai généralisé parce que c'est une vanne. Pourquoi ils sont moutons? Parce qu'il y a de la pelouse. Ils jouent sur une pelouse. Qui joue sur une pelouse? Qui mange une pelouse? C'est un mouton. Donc, j'ai associé. Bon, ça fait rire certains, d'autres pas. Mais je n'ai pas dit tous les joueurs de foot. Il y en a d'autres qui sont calés, qui ont investi. C'est du business. Qui n'ont pas mis l'argent en avant. Il y a d'autres qui mettent de l'argent, qui sont trop stars, qui sont trop ceci. Dans la vie, il y a juste un milieu. Peut-être moi aussi, en tant que comédien, combien de fois on m'a dit « je suis con ». Moi, j'ai dit d'autres sont moutons. Moi, on me dit « je suis con ». Ben voilà, ça équilibre. Merci beaucoup, Patson. Ah, c'est déjà fini? Ah bah, ah, merde, ah ouais, tu peux rester. Hein. Ça tombe bien, j'ai fait pipi. Mais on va manger maintenant. Ah, j'espère qu'avec l'interview, les télés vont appeler, personne viens. Bon, on va s'en occuper de l'histoire de télé. Là. Et puis les joueurs de foot vont dire, ah bon, tu nous as traité de mouton là, pique ma mère, tu vois, viens plus ici. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous tous, et puis voilà, la simplicité, tout simplement. Merci. Publicité, on revient. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!